Passissimes, ce sont donc les coulisses d'un talk show. L'animateur-producteur que vous incarnez est prêt à tout et à espionner la concurrence. Isabelle Iturburu n'était pas censée vaciller ce jour-là. Elle n'était pas censée trembler, ni même apparaître à l'écran avec ce regard éteint, comme si quelque chose s'était brisé de manière irréversible de l'autre côté de la caméra, loin des projecteurs, loin des sourires mécaniques qu'elle maîtrisait à la perfection depuis des années. Car Isabelle, c'est ce nom qui vibrait dans les couloirs glacés de TF1 comme une garantie de rigueur, de douceur, de fiabilité. Cette femme qui avait su imposer sa voix, son tempo, sa manière unique de traduire le monde en phrases calmes et ciselées. Cette femme que le public aimait sans condition, parce qu'elle ne se donnait jamais tout à fait, parce qu'elle gardait toujours un pan de silence, une réserve, un mystère bien à elle, comme une promesse qu'elle n'allait jamais tout livrer, pas même à 13 heures précises, devant des millions de regards suspendus à ses lèvres. Et pourtant, ce mardi-là, tout a basculé sans préavis, sans scénario. Sans contrôle, Isabelle Iturburu est arrivée en retard ou plutôt presque, une quasi-absence qui résonnait déjà comme un vide incompréhensible dans le planning millimétré de la chaîne. Une absence qui n'était pas physique, mais intérieure, déchirante, presque violente. Car lorsque le générique s'est lancé, lorsque les caméras ont cadré son visage, ce n'était pas l'Isabelle que la France connaissait. Ce n'était même plus une journaliste. C'était une femme écorchée, confrontée à une décision qu'elle venait de prendre, une décision qui s'était imposée comme une lame froide, une décision irréversible qu'elle allait murmurer devant le pays tout entier. Et cette phrase qu'elle a dite, cette simple phrase, « Je ne le ferai pas », a fait chanceler bien plus que l'actualité du jour. Elle a fendu l'écran, elle a planté un clou de silence dans chaque salon, car personne ne savait à quoi elle faisait allusion, aucun document n'avait été supprimé, aucun scoop annulé. Rien dans le conducteur n'indiquait de perturbation, et pourtant, quelque chose s'était cassé juste avant qu'elle n'entre sur le plateau, quelque chose qui appartenait peut-être à sa vie privée, à un souvenir qu'elle croyait enfoui, à une promesse qu'elle ne pouvait plus tenir. Il y avait dans sa voix cette nuance rare, celle qu'on entend chez ceux qui n'ont plus rien à perdre. Une voix sans maquillage, sans stratégie, une voix qui trahissait un combat qu'elle menait seule depuis longtemps, sans doute depuis avant même que sa carrière n'explose, depuis avant même qu'elle ne rejoigne TF1, depuis ce jour précis où, adolescente, elle avait décidé de fuir quelque chose ou quelqu'un en choisissant les médias comme rempart, depuis ce jour lointain qu'elle n'avait jamais raconté à personne et qui, ce mardi-là, revenait frapper à la porte de son présent avec une telle violence qu'elle ne pouvait plus jouer, plus lire un prompteur, plus faire semblant. Et alors que les téléspectateurs retenaient leur souffle, que la régie hésitait entre couper le signal ou la laisser continuer, Isabelle s'est tue, quelques secondes suspendue, les yeux fixés dans le vide, comme si elle revivait une scène que personne d'autre ne pouvait voir. Une scène peut-être liée à ce carnet froissé qu'elle avait jeté dans sa loge avant d'entrer. Ou à ce coup de téléphone qu'elle avait reçu 1 heure plus tôt et qui semblait l'avoir vidé de toute énergie. Car même son maquillage parfait ne suffisait plus à masquer ce tremblement au coin de ses lèvres, cette fissure qui menaçait de tout emporter, elle qui avait toujours tenu, toujours contenu, toujours su doser, moduler, encaisser. Voilà qu'elle déposait les armes en direct, devant un pays qui n'avait jamais vu ça, et ce qu'elle venait de refuser de faire, ce qu'elle venait de repousser. Personne ne le comprenait encore, mais tous ressentaient au fond du ventre que c'était grave. Que ce n'était pas une simple décision professionnelle, pas une réorientation de carrière, pas une crise passagère, mais bien un point de rupture, une frontière invisible, franchie en silence, et dans ce silence-là, il y avait plus de vérité que dans tous les bulletins d'information réunis. Une vérité trouble, urgente, presque dangereuse, une vérité qui demandait à être déterrée, explorée, déchiffrée. Et le nom d'Isabelle Iturburu, ce jour-là, est devenu autre chose qu'un nom de journaliste. Il est devenu le déclencheur d'un vertige, d'un manque, d'un mystère à élucider. Une femme qui dit non à l'instant où tout le monde attendait un oui. Une femme qui s'arrête de lire alors qu'on lui demande de continuer. Une femme qui défait la narration et qui, ce faisant, nous oblige à regarder plus loin, plus profond, au-delà de l'écran, là où peut-être se cache ce qu'elle a voulu oublier et qui, enfin, réclame justice. Depuis qu'elle a pris les rênes du journal de 13 heures sur TF1, Isabelle Iturburu avance sur un fil invisible, tendu entre l'héritage d'une émission que des millions de Français regardent chaque jour comme un rituel,
et le poids discret mais tenace de ses propres racines. Pau, le Béarn, cette terre qu'elle porte en elle comme une mélodie d'enfance, ne la quitte jamais vraiment, même quand elle fait mine de la tenir à distance. Elle le dit avec pudeur, presque à voix basse, qu'elle tente de rester neutre, qu'elle résiste à cette envie naturelle de mettre à l'honneur sa région chérie, non par honte, mais par respect pour le journal, pour l'équilibre qu'il incarne, pour ce devoir d'impartialité qui fait la grandeur de ce rendez-vous quotidien. Elle sait que chaque image choisie, chaque mot lancé en plateau, peut avoir un écho plus grand qu'on ne l'imagine. Et pourtant, parfois, une étincelle la trahit. Un frisson dans la voix, un éclat dans le regard, une joie discrète mais sincère lorsqu'un reportage approche, même timidement, les collines familières du sud-ouest. Elle se souvient de ce moment précis, la semaine dernière, où un sujet lancé, qui n'était pas tout à fait le Béarn mais presque, a éveillé chez elle quelque chose de plus fort qu'une simple lecture de prompteur. On lui a dit qu'on l'avait vu, cette lueur dans ses yeux, cette émotion fugace que même l'écran n'a pas su dissimuler. Elle en rit aujourd'hui avec la tendresse de celle qui sait que le cœur ne se programme pas. Isabelle n'est pas une présentatrice figée, elle est une femme entière, avec ses contrastes, ses fidélités intimes, ses efforts quotidiens pour ne pas se laisser emporter par l'attachement profond qu'elle ressent pour ses origines. Depuis ce 14 juillet 2025, date de son arrivée officielle à la tête du Trésor en tant que joker, après avoir succédé à Jacques Legros et pris la relève de Marie-Sophie Lacaro, elle vit chaque édition comme un équilibre à trouver entre exigence journalistique et mémoire personnelle. Elle n'a jamais prétendu être la meilleure. Elle le dit elle-même avec une humilité désarmante. Il y a tant de journalistes plus expérimentés, plus techniques. Mais elle veut apporter quelque chose. Sa sincérité, son amour du vrai, son lien direct avec les gens. C'est sans doute ce que ses parents, épiciers en province, ont toujours vu en elle. Eux qui la regardaient petite, les yeux pleins de fierté, devant ce même journal qu'elle présente aujourd'hui. Une boucle qui se referme doucement, sans éclat ni grandiloquence, mais avec cette justesse rare de ceux qui avancent sans bruit et construisent leur chemin avec patience. Alors oui, il lui arrive encore d'avoir envie de montrer davantage son coin de France, de parler du Béarn comme on parlerait d'un premier amour. Mais elle résiste, parce qu'elle sait que d'autres régions attendent leur tour, que chaque foyer a ses propres attentes, ses propres douleurs, ses propres joies. Isabelle le sait. Et elle veille à ce que chacun se sente vu, représenté, touché, quel que soit l'endroit où il vit. Elle veille aussi à varier les angles, à ne pas revenir toujours aux mêmes endroits, à offrir un journal vivant, ouvert, en mouvement. Même lorsque les nouvelles sont sombres, elle garde cette constance, cette élégance de ton, cette humanité dans le regard. Et derrière cette retenue élégante, il y a une passion, brûlante, discrète, mais indéniable, pour ce métier qu'elle n'avait pas imaginé un jour pratiquer à cette échelle. Elle qui venait de la chanson, qui s'est révélée sur un autre terrain, qui a su s'imposer dans le sport avant de prendre la parole pour toute une nation, chaque jour, à la même heure. C'est ce parcours-là qui rend sa présence si unique, cette trajectoire tissée de détours, de surprises, de défis relevés sans tapage. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à être juste. Et c'est sans doute pour cela qu'on l'écoute, qu'on la croit, qu'on la regarde. Parce qu'en elle, il y a cette force tranquille de ceux qui savent d'où ils viennent et avancent, sans jamais trahir l'enfant qu'ils ont été. Mais ce que personne ne voyait derrière cette élégance contenue, derrière cette maîtrise parfaite du ton et du regard, c'était la brûlure lente qui la rongeait depuis plusieurs semaines, ce sentiment d'imposture qui la dévorait chaque fois qu'elle franchissait les portes vitrées de TF1, le silence pesant dans les couloirs feutrés, les regards parfois trop insistants, parfois trop fuyants, les sourires mécaniques qu'on lui lançait comme pour mieux masquer l'inconfort d'une présence qui n'avait pas été prévue, pas vraiment désirée par tous. Elle le sentait, elle l'entendait dans les silences et les soupirs étouffés. Elle le lisait dans les lignes de ceux qui la comparaient sans cesse à celle qu'elle avait remplacée. Comme si elle n'était qu'une parenthèse, un souffle provisoire, une passagère de luxe à qui l'on confiait l'illusion d'un trône sans lui remettre la clé du royaume, elle faisait tout pour ne pas vaciller, pour rester droite, pour se convaincre qu'elle avait sa place, qu'elle méritait ce fauteuil, ce plateau, cette lumière. Mais chaque soir, une fois le maquillage retiré, la lumière éteinte et le badge posé sur la console d'entrée,
Elle redevenait cette femme seule, livrée à ses doutes, à ses insomnies, à cette petite voix insidieuse qui lui répétait qu'elle jouait un rôle, qu'on finirait par lui dire que c'est terminé, qu'elle devait rendre ce qu'on lui avait prêté. Elle tentait de se raccrocher à des choses simples, la voix de Maxime au téléphone quand il lui disait que tout allait bien, les rires de leur fils dans le salon quand il la voyait passer à la télé. Mais même ces petits miracles ne suffisaient plus à apaiser l'angoisse qui montait. Cette impression de marcher chaque jour sur un sol de verre prêt à se briser sous ses talons, elle se souvenait d'un appel particulier, une voix du passé, surgie comme un fantôme par un soir d'orage, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais oubliée, une voix qui lui avait parlé sans colère, sans menace, juste avec cette précision glaciale d'un rappel à l'ordre, comme une dette qu'elle croyait éteinte mais qui soudain reprenait vie. Elle avait raccroché sans répondre, mais le mal était fait. Quelque chose s'était réveillé en elle, une peur ancienne, une faille qu'elle pensait avoir scellée à jamais. Elle se mit à revoir des images floues, des détails d'un épisode qu'elle n'avait jamais raconté, ni à Maxime, ni à personne, pas même à elle-même en entier. Et pourtant, tout était là, logé dans son corps, dans sa gorge, dans cette tension musculaire qui ne la quittait plus. Elle se mit à douter de ses choix, à remettre en question les fondations même de son parcours, se demandant si toute cette ascension n'était pas qu'un habile déguisement pour échapper à ce qui la hantait vraiment. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le journal du lendemain, ses mains tremblèrent légèrement, elle demanda une pause, prétexta un mal de tête, s'enferma dans les toilettes du 3e étage, s'assit sur le carrelage froid et laissa couler des larmes qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la peur pure. C'était une forme de relâchement nerveux, comme si son corps décidait enfin de lâcher un poids trop longtemps porté. Elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi indéfiniment, que quelque chose allait devoir céder. Elle entendait déjà les rumeurs, les chuchotements sur une éventuelle pause, un désistement provisoire. Mais elle savait au fond d'elle que si elle quittait ce plateau, même pour quelques jours, elle ne reviendrait plus, parce que ce qu'elle fuyait la rattraperait, parce que ce qu'elle taisait depuis si longtemps finirait par éclater au grand jour. Elle se leva, s'essuya le visage, se regarda dans le miroir, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne reconnut pas son reflet, comme si celle qu'elle jouait chaque jour en plateau avait pris le pas sur celle qu'elle était vraiment. Elle referma la porte doucement, descendit sans bruit, passa devant la régie, sans croiser aucun regard, puis entra dans le studio, s'approcha du bureau vide, s'assit en silence, et dans un souffle presque inaudible, elle murmura ces mots qui allaient tout faire basculer, « Je ne le ferai pas ». La porte du studio se referma derrière elle dans un claquement sec que personne ne remarqua vraiment. Mais dans sa tête, il résonna comme un coup de tonnerre. Elle sentait son cœur cogner contre sa poitrine avec une telle violence qu'elle crut un instant qu'il allait s'arrêter net. Chaque seconde devenait une lutte entre fuir ou rester, hurler ou continuer à se taire. Les projecteurs s'allumaient, peu à peu. Les voix, dans l'oreillette, se succédaient mécaniquement, sans qu'elle n'y prête attention. Elle n'entendait plus rien que ce battement sourd, cette urgence intérieure qui ne cessait de gonfler. Elle regarda le prompteur défiler sans lire, incapable de rattraper le fil, incapable même de faire semblant. Son souffle s'accélérait, ses doigts s'enfonçaient dans le rebord du bureau, comme pour ne pas sombrer. Et soudain, une image s'imposa à elle, brutale, incontrôlable, celle d'un visage qu'elle n'avait pas revu depuis 18 ans, un regard fixe, dur, une main posée sur son épaule un soir de pluie dans un vestiaire déserté. Elle sentit son estomac se contracter, son corps tout entier se révolter. Cette scène qu'elle avait enfouie si profondément refaisait surface avec une clarté terrifiante. Elle avait cru pouvoir l'effacer, la dompter, l'enterrer sous des couches de réussite et de contrôle. Mais ce soir-là, ce visage était revenu, accompagné d'un message glissé dans sa loge, sans signature, sans explication, seulement 6 mots griffonnés à la hâte. « Je sais ce que tu caches ». Elle ne savait plus si c'était une menace ou un avertissement, mais elle comprit que le temps lui était compté, qu'elle ne pourrait plus se cacher derrière ces silences longtemps. Elle entendait maintenant sa propre voix trembler à l'antenne, elle voyait les visages figés dans la régie, la panique feutrée de ceux qui comprenaient que quelque chose d'anormal était en train de se produire. Mais elle n'arrivait plus à revenir en arrière, elle était déjà trop loin, trop profondément happée par ce chaos intérieur qui dévorait tout. Sa respiration devenait hachée, elle lutta pour ne pas quitter le plateau, en courant. Elle voulait tenir encore une minute,
Juste une, pour ne pas céder sous les regards, pour ne pas leur donner raison. Mais à l'intérieur, un cri muet la lacérait. Elle revoyait le jour où tout avait basculé. L'humiliation, la peur, l'isolement, la main sur sa bouche pour ne pas hurler, et la promesse faite à elle-même de ne jamais en parler à personne. Jamais. Parce que personne ne l'aurait cru. Parce que la personne en face était trop puissante, trop protégée. Elle se souvenait de la nuit blanche passée à effacer les messages, à laver son corps, comme pour effacer une souillure invisible. Et aujourd'hui, des années plus tard, alors qu'elle croyait avoir reconstruit, tout se fissurait de nouveau. Son armure volait en éclats. Elle vit les techniciens s'approcher, les regards inquiets, les murmures qui circulaient déjà dans les couloirs. Elle sentit la chaleur monter à ses tempes, une sueur glacée lui couler le long du dos. Elle allait tomber, s'effondrer, peut-être même crier enfin cette vérité que personne n'avait jamais osé dire à voix haute. Mais à cet instant précis, alors que tout vacillait, elle fit quelque chose qu'elle-même ne comprit pas. Elle se leva brusquement, renversa sa chaise, et sans attendre le moindre signal, elle arracha l'oreillette de son oreille, se tourna vers la caméra, encore en direct, et fixa l'objectif avec une intensité folle, comme si elle allait enfin libérer le poison qu'elle portait en elle depuis trop longtemps. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot ne sortit, seulement un souffle, une vibration, une tension palpable qui électrisa le plateau tout entier, puis sans un mot, elle fit volte-face, traversa le studio dans un silence glacial, et disparut sans prévenir, laissant derrière elle une émission inachevée, un mystère en suspens, et un vide que personne n'osa combler. Elle portait une robe noire ce soir-là, simple, sans fioriture, une robe de deuil, dans un monde qui ne voulait pas voir mourir ses illusions, et quand elle quitta le plateau en silence, sans un mot, sans regard en arrière, ce ne fut pas seulement une présentatrice qui tournait le dos aux caméras. C'était un pan entier de fiction collective qui s'effondrait lentement. Car la vérité, celle qu'Isabelle Iturburu avait enfouie depuis des années, s'apprêtait à percer la surface. Brutale, crue, insupportable, et rien dans son sourire public, dans sa posture toujours maîtrisée, n'avait jamais laissé entrevoir la profondeur du gouffre intérieur qu'elle dissimulait si bien. Ce gouffre sculpté à coups de souvenirs disloqués, de douleurs anesthésiées, de silence imposé comme une punition douce mais définitive. Personne ne savait, ou ne voulait savoir, que derrière l'ancienne candidate à l'aura fraîche de la nouvelle star, derrière la femme forte du Canal Rugby Club, derrière la figure rassurante du JT de 13h, il y avait une enfant muette un jour de printemps, oubliée sur un trottoir de Pau, tenue par la main d'un père qu'elle n'a plus jamais revu. Une disparition comme évaporée dans le décor familier, sans bruit, sans trace, seulement une main qui lâche et une voiture qui redémarre. Et depuis ce jour-là, Isabelle ne s'était plus jamais sentie en sécurité. Pas même dans l'amour, pas même dans le regard de Maxime Nouchi, qu'elle aimait pourtant, avec une intensité féroce, presque animale, comme si chaque baiser arrachait un instant de paix au monde. Leur histoire, née dans le silence des studios d'enregistrement, avait été une échappée, une parenthèse improbable entre deux êtres cabossés, lui fuyant ses fantômes d'enfance, elle poursuivie par l'ombre d'un homme qui n'avait jamais vraiment quitté sa tête. Et ensemble, ils avaient tenté de bâtir un équilibre entre les rendez-vous professionnels, les nuits blanches, les éclats de rire de leur fils. Mais il y avait dans le regard d'Isabelle, certains soirs, une opacité que Maxime ne parvenait pas à percer. Une zone morte qu'aucune tendresse n'atteignait, comme si elle était toujours prête à s'effondrer. Toujours sur le point de disparaître, dans une faille que lui seul voyait vraiment. Il lui avait demandé un jour pourquoi elle ne dormait jamais plus de 2 heures d'affilée. Elle avait souri sans répondre, comme à son habitude, mais la vérité, c'est qu'elle voyait encore ce corps sans vie. Cette silhouette affaissée contre le carrelage d'un local technique. Un drame dont elle avait été témoin à 17 ans et dont elle n'avait jamais parlé. Car le responsable portait un nom trop lourd, trop célèbre. Un nom que les médias chantaient comme un refrain de victoire et qu'elle ne pouvait pas souiller sans se condamner elle-même. Elle avait voulu oublier, passer à autre chose, se construire autrement. Mais les images revenaient toujours par fragments, sans logique, au détour d'un parfum, d'un mot, d'un éclairage trop froid. Et lorsqu'elle avait été choisie pour remplacer Marie-Sophie Lacaro, elle avait compris que la lumière allait devenir trop forte, qu'elle n'aurait plus de zone d'ombre où se cacher. Qu'elle devrait un jour affronter ce qui la rongeait, la rage de ne pas avoir parlé, la honte d'avoir survécu,
la culpabilité de se sentir protégée par le silence. Et ce mardi-là, ce moment précis où elle avait dit « je ne le ferai pas », ce n'était pas une fuite, c'était une rupture, une déclaration d'indépendance, une libération rageuse. Elle en avait marre de jouer un rôle, marre de lire les mots des autres, alors que les siens hurlaient en elle. Elle avait pris sa voiture ce soir-là, roulé sans but vers la côte, fenêtres ouvertes, cheveux au vent, écoutant cette vieille chanson de Barbara qui la faisait toujours pleurer, elle avait pensé à s'arrêter, à tout écrire, tout dire, tout confesser, mais une peur viscérale la rattrapait toujours, et au fond, elle ne savait même plus si elle voulait que les gens sachent ou s'ils méritaient de comprendre, car ce que personne n'avait vu, c'était cette nuit de février où elle avait disparu 12 heures, sans laisser de traces, sans prévenir Maxime, sans téléphone. Elle était montée dans un train pour Paris, sans billet, sans valise, avec juste une lettre pliée dans sa poche. Cette lettre qu'elle avait reçue des années plus tôt, mais qu'elle n'avait jamais osé ouvrir. L'écriture tremblante de son père, retrouvée dans une boîte oubliée, au fond d'un garage, elle avait lu cette lettre dans un hall de gare, sous une lumière crue, en pleurant comme une enfant, des pages pleines de regrets, de justifications, de silence maladroit. Elle avait senti une partie de son monde intérieur se fissurer pour de bon. Elle n'avait jamais répondu, n'avait jamais parlé de ce voyage à personne, pas même à Maxime, et depuis cette nuit-là, elle savait qu'elle portait en elle quelque chose de trop fragile pour la lumière des projecteurs. Elle vivait avec ce paradoxe constant, ce besoin d'être vue et cette terreur d'être découverte. Elle avait appris à se fondre dans les formats, à sourire juste assez, à briller sans irradier, mais cela devenait insupportable. Elle avait parfois des absences, des moments où elle ne savait plus si ce qu'elle disait à l'antenne était réel ou joué. Elle se réveillait dans des chambres d'hôtel sans savoir pourquoi elle y était. Elle commençait à écrire des phrases sur les murs, des bouts de récits qu'elle effaçait ensuite, et Maxime, inquiet, avait tenté de lui tendre la main, de l'amener à consulter, mais elle refusait toujours. Elle avait peur que tout s'effondre si elle ouvrait la bouche, que les fondations cèdent d'un coup. Ce soir-là, alors qu'elle roulait vers le sud, elle pensa un instant à tout quitter, à partir sans prévenir, changer de nom, redevenir cette fille invisible de peau, celle qui écrivait des chansons dans sa chambre et rêvait de scènes minuscules où personne ne la reconnaîtrait. Mais il y avait aussi en elle une colère neuve, une rage d'exister autrement, sans filtre, sans compromis. Elle voulait parler, écrire, dire ce qui avait été tu si longtemps. Elle voulait révéler les mécanismes du silence, de la peur, de la survie. Elle voulait redevenir vivante, pas seulement fonctionnelle, pas seulement présentable. Elle pensa à son fils, à ses yeux qui la regardaient toujours avec admiration. Elle ne voulait pas qu'il grandisse dans le mensonge des apparences. Elle voulait qu'il sache que sa mère avait eu peur, qu'elle s'était tue, mais qu'un jour, elle avait dit non. Non à la peur, non au rôle imposé, non à la perfection factice. Elle ne savait pas encore comment elle allait tout reconstruire, ni même si elle en avait la force. Mais ce qu'elle savait, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait plus envie de fuir. Elle gara sa voiture face à l'océan, là où les vagues viennent heurter la digue, avec une fureur calme, répétitive, presque thérapeutique. Le vent lui fouettait le visage, mais elle ne s'en protégea pas. Elle resta là, moteur éteint, les mains crispées sur le volant, les yeux rivés vers la ligne d'horizon, comme si quelque chose au loin allait enfin lui apporter une réponse. La mer avait toujours été pour elle un refuge étrange. Une entité vivante capable de contenir ses colères muettes, ses désirs enfouis, ses souvenirs troubles. C'est là, sur ce parking désert balayé par les embruns, qu'elle laissa son masque tomber une bonne fois pour toutes. Pas celui qu'elle portait à l'antenne, non, celui qu'elle avait fabriqué bien avant. À l'époque où elle souriait, pour ne pas qu'on lui pose de questions, où elle répondait « ça va », sans même réfléchir. Le téléphone vibra dans sa poche, plusieurs fois Maxime sûrement, inquiet. Peut-être déjà à sa recherche. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Pas encore. Elle avait besoin de ce silence, de cette solitude brute. Elle sortit de la voiture, marcha pieds nus sur le sable froid, comme pour s'arracher à tout ce qui n'était pas elle, à tout ce qu'on lui avait imposé d'être. Chaque pas était une lutte contre l'oubli. Elle repensait à toutes les nuits passées à jouer à la femme forte, à la mère parfaite, à la professionnelle irréprochable, alors qu'au fond, elle criait. Pas un cri sonore, un cri sec, muet, qui cognait à l'intérieur de son crâne comme un marteau contre les parois de son être. Et ce cri disait assez.
assez de devoir se taire, assez de devoir composer, assez de survivre dans une vie qui semblait parfaite de l'extérieur mais qui, en réalité, lui échappait un peu plus chaque jour. Elle s'assit au bord de l'eau, sentit le sable se coller à sa peau. Dans sa tête, tout s'embrouillait. Des flashs, des souvenirs, des paroles jamais dites. Elle se revit, jeune, naïve, croyant encore que la télévision était un monde de passion, de vérité, qu'il suffisait de travailler dur pour mériter sa place. Elle ne savait pas encore les regards, les allusions, les mains qui frôlent sans invitation, les invitations qui deviennent des pièges, et les silences qu'on lui imposait ensuite, comme si tout cela faisait partie du jeu. Mais ce soir, elle ne jouerait plus. Ce soir, elle allait dire, montrer, révéler, non plus pour se libérer, mais pour que plus rien ne reste étouffé. Si vous voulez entendre cette vérité qu'elle n'a jamais osé confier à personne, si vous sentez que derrière chaque image se cache une histoire que personne ne vous a racontée, alors abonnez-vous, parce que ce qui vient va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur elle et sur vous.